Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Cette semaine, la société civile contre les conférences sur le climat. Bonjour à tous, ici Pascal Lapointe en remplacement d'Isabelle Burgon. Alors, quand l'accord de Paris sur le climat a été annoncé le 12 décembre, on a rapidement eu droit à des réactions très enthousiastes et à d'autres très critiques. L'auteur britannique George Monbiot a le mieux résumé l'opinion des critiques. Cet accord aurait été un grand succès s'il avait été signé en 1995, lors de la toute première des conférences des Nations Unies sur le climat. 21 ans de procrastination, écrit Monbiot, en plus du lobby de l'industrie des carburants fossiles, ont fait en sorte que la fenêtre pour éviter la catastrophe climatique serait maintenant aux 3/4 fermée. À Paris, les gens qui, comme lui, étaient critiques de l'accord du 12 décembre étaient surtout critiques de l'utilité même des conférences annuelles sur le climat qu'on appelle les COP. Certains de ces gens se trouvaient à l'intérieur du périmètre réservé à la société civile par la COP, sur le site de l'aéroport du Bourget, et d'autres étaient à l'extérieur, dans le cadre d'un sommet parallèle organisé à 10 km de là. On y trouvait par exemple le militant américain Bill McKibben, qu'on va entendre tout à l'heure, et leur grande vedette, l'auteure canadienne Naomi Klein, dont le dernier livre « Tout peut changer » est sans doute devenu leur livre de chevet. On écoute un extrait d'une des conférences qu'elle a prononcées à Paris cette semaine-là pour encourager les militants qu'elle avait devant elle à prendre la rue, à tenir leur bout. So that is why it is so crucial that you have defended this space, and it is so crucial that people are retaking the streets of Paris and of France, and will do so more and more in the days to come. Le sommet parallèle, intitulé Sommet citoyen sur le climat, a été organisé par une coalition de 130 organismes. Cette coalition est née il y a 2 ans d'un mécontentement face à ces conférences des Nations Unies qui leur semblent n'aller nulle part. Le sommet qui occupait les rues du centre-ville de Montreuil a attiré 30 000 personnes pendant la fin de semaine, selon la ville. La coalition était aussi présente aux 4 coins de Paris pendant les 2 semaines du sommet officiel. C'est elle qui a finalement organisé le 12 décembre, en dépit de l'état d'urgence qui était toujours en vigueur, une grande marche qui s'est terminée au pied de la Tour Eiffel. Un des modèles de cette coalition est un organisme américain appelé 350.org. Il est né il y a 7 ans. Il est né en partie d'une déception face aux mouvements environnementaux de la vieille école, à qui il reproche de s'être éloigné de leur base. Ces dernières années, 350 s'est fait connaître par la Grande Marche sur le climat à New York, qui a rassemblé 400 000 personnes, et par l'opposition au pipeline Keystone. Leur grosse lutte à présent, qui a commencé depuis 2012, c'est la campagne de désinvestissement, une campagne pour inciter les fonds de placement des universités, des villes, des syndicats à sortir leurs sous des carburants fossiles. On en a parlé à l'émission l'an dernier. Le total des promesses de désinvestissement dépasse à présent les 3 000 milliards de dollars. J'ai rencontré le directeur du chapitre français de 350, Nicolas Ehringer, pendant une pause du sommet citoyen sur le climat à Montreuil le 5 décembre. 350 est effectivement d'abord né aux États-Unis, mais tout de suite un peu avec l'idée d'être un mouvement mondial. Et donc un pôle 350 Amérique du Nord très fort, et puis un autre pôle qui est le pôle global, qui est en gros tout ce qui n'est pas Amérique du Nord, et en fait l'Amérique du Nord c'est plutôt États-Unis et Canada. Donc, et 350 a eu une présence en France au moment de sa création, au moment du sommet de Copenhague en 2009. Il y a eu quelques actions avec le logo 350, donc ça commençait à circuler qu'il y avait cette organisation qui cherchait à se créer et qui proposait quelque chose d'assez nouveau, en fait, un mouvement mondial centré sur la question du climat, ce qui n'existait pas, puisque la plupart des autres organisations soit sont des ONG, soit des soit des organisations d'experts, soit des organisations environnementales ou écolo au sens large, mais pas forcément centrées sur le climat, quoi. Et puis par construction, 350 c'est plutôt centré sur le monde anglo-saxon dans un premier temps, et donc en France il s'est plus passé grand chose jusqu'à il y a 1 an en fait, où donc 350 a décidé de développer la campagne de désinvestissement en France et de considérer que la France était une cible prioritaire pour cette campagne, et par ailleurs évidemment de s'implanter et de participer de près aux mobilisations pour la COP, et donc avec 2 axes. Un axe qui est développer la campagne de désinvestissement des combustibles fossiles en France, et un autre axe qui est préparer les mobilisations en vue de la COP. Sur les mobilisations en vue de la COP, on a tout de suite dit que ce que l'on souhaitait faire dans le cadre de la coalition, c'était travailler sur ce rassemblement final, et c'est la première fois dans l'histoire des COP qu'on décide d'avoir une manifestation à la fin. D'habitude, les manifestations ont lieu soit au début, soit au milieu, au moment où en gros les enjeux sont forts pour mettre la pression sur les chefs d'État et de gouvernement, ou les ministres, ou les négociateurs, quand les ministres et les chefs d'État ne viennent pas.
Parce que d'habitude, on mobilise pendant la COP, on repart, les chefs d'État et de gouvernement font leur discours en disant regardez, on s'est certes pas mis d'accord sur un texte à la hauteur des enjeux, mais on avance et on avance petit à petit et c'est fantastique, ce que nous faisons va dans le bon sens. Et donc nous, on est privés de capacité de dire que c'est pas vrai. C'est ça, là vous pouvez réagir à l'entente, quelle qu'elle soit. Avoir le dernier mot, c'était surtout de dire en fait, on est dans un stade où le mouvement pour le climat va se détacher un peu des COP. Et donc notre dernier mot ne sera pas un commentaire de l'accord de Paris, d'autant moins un commentaire de l'accord de Paris qu'en réalité dans la coalition on ne va pas se mettre d'accord entre nous. L'une des choses sur lesquelles on tombe tous d'accord, c'est de dire il faut qu'on sorte du rythme des COP et il faut qu'on construise un mouvement pour le climat qui soit capable d'agir, de se mobiliser, de se rassembler sur d'autres échéances que les COP. Ben justement, cette insatisfaction face à la COP, on lit beaucoup que c'est de ça qu'est née la coalition Climat 21. Ouais. C'était aussi le langage de 350 avant même que la coalition existe. Est-ce que 350 a été un moteur pour la création de cette coalition? Alors la coalition française, de fait, s'est créée après la COP de Varsovie, donc c'était il y a 2 ans, c'était la COP 19, où l'ensemble des ONG, moins je crois les mouvements de foi parce que c'est pas dans leur culture, c'était pas du tout sur un désaccord, c'est plus des cultures, ont quitté les négociations, sont partis pour protester contre la mainmise des lobbies, en particulier charbonniers, à l'intérieur de l'espace de négociation. Là-dessus, en France, ATTAC, le RAC et les syndicats ont décidé de créer une coalition large. Nous, à l'époque, 350, on n'existait pas en France. Donc 350 venait aux réunions internationales, mais n'a pas joué un rôle moteur dans le lancement d'eux. Et je pense qu'on fait partie effectivement des organisations qui ont contribué directement avec le RAC, avec ATTAC, avec les syndicats, avec le CRI, les Amis de la Terre, et j'en oublie sans doute les petits débrouillards et d'autres. On a fait partie des groupes, des organisations qui constituaient le noyau dur quoi, de la coalition. Et donc nous, on disait, voilà, on se mobilise sur le moment final, principalement. Et ce moment final, pour nous, l'analyse de la situation, c'est qu'il faut que le mouvement pour la justice climatique entre dans une phase où ce qu'on porte, c'est l'idée de la désobéissance climatique. Parce que, au fond, en matière climatique, on se rend bien compte que les dirigeants ne sont pas ceux qu'on croit. C'est-à-dire que ceux qu'on appelle dirigeants, les chefs d'État et de gouvernement, ne dirigent pas mais suivent. C'est les mobilisations pour le climat qui créent les conditions qui les contraignent à agir. Quand Barack Obama décide d'annuler le pipeline Keystone, alors que 4 ans auparavant, il faisait arrêter 1000 personnes qui étaient devant la Maison Blanche pour protester, c'est pas parce qu'il s'est réveillé un matin en se disant tiens, en fait, le climat c'est important et ce projet de pipeline, il est vraiment mauvais, donc je vais l'annuler. C'est parce qu'il y a eu un mouvement, c'est parce qu'il y a eu des mobilisations. Le secteur privé en avance à bien des égards sur les États. Donc les États, en tout cas les grands États les plus pollueurs, sont en retard. Et donc là, la situation a un peu changé. Les positions sont rapprochées côté société civile, notamment parce que tout le monde fait le constat. Ça fait 21 ans que la COP existe, que la Convention cadre pour des Nations Unies sur les changements climatiques est en place, et donc elle se réunit annuellement, etc. pour s'accorder sur un plan mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sur la même période, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 60%. Donc il y a bien un problème. Le problème n'est plus, comme on aurait pu le croire à Copenhague, du côté de porter, d'alerter. À Copenhague, il y avait encore un peu ce rôle-là, parce que la question du climat était moins sur le devant de la table qu'elle ne l'est maintenant, et qu'il y avait beaucoup plus fortement que maintenant l'offensive des climato-sceptiques. Donc il fallait se battre sur le front de l'alerte. Il fallait dire bon ben voilà, ce problème c'est un vrai problème, et effectivement du coup ça collait avec l'idée, c'est le sommet de la dernière chance, etc. Là on n'est plus là. Le consensus scientifique qui était aussi fort à l'époque, qui ne l'est maintenant, mais est reconnu socialement comme étant un consensus fort. Il n'y a quasiment plus de climato-sceptiques, sauf évidemment aux États-Unis, mais bon, même moins qu'avant aux États-Unis. Bon, c'est quand même voilà. Ensuite, la deuxième chose qui change, on sait que le problème n'est pas non plus du côté des solutions ou des alternatives, on les connaît. On sait qu'il est possible de passer à un mix énergétique 100% renouvelable relativement rapidement, donc de sortir des fossiles et du nucléaire. C'est possible. L'Allemagne a engagé en plus une transition énergétique avec des coopératifs, une production énergétique assez localisée. Le Costa Rica a un mix énergétique 100% renouvelable, le Danemark également. Donc on sait dans quelle direction aller. Donc les blocages sont politiques. Dans ce stade aussi, on se rend compte que ce qu'il faut, c'est construire un mouvement pour le climat par en bas, parce que in fine, le changement climatique, c'est clairement une question globale, on ne va pas le nier, mais en fait les batailles, elles doivent se mener au niveau local. L'oléoduc Keystone XL, il a été rejeté parce que les gens se sont mobilisés pour défendre des territoires concrets. Pas pour dire on va réduire le taux de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc l'enjeu global, ce sont des particules, mais le terrain de la bataille, ce sont des territoires qu'il faut défendre. Et c'est là qu'on peut gagner. Bon. Et donc on passe à un mouvement, l'analyse que l'on fait, c'est que c'est un mouvement le mouvement pour la désobéissance climatique, au fond, fonctionne sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la résistance, le blocage.
À tout niveau. C'est effectivement l'oléoduc Keystone XL, c'est ce que vont faire Idle No More, ou voilà, contre la prédation de la nature. Mais ça peut être aussi des gouvernements ou des autorités locales. Les collectivités locales peuvent dire, nous on veut pas de fracturation hydraulique sur notre territoire. Donc le blocage, c'est pas que les militants, c'est évidemment aussi faire barrage avec nos corps. Donc ça c'est important. Et nous on porte à 350. Hein. On a été évidemment très impliqués dans la bataille contre l'oléoduc. En Allemagne, on a participé aux mobilisations contre une mine de charbon, et on va faire ça de plus en plus. Mais il y a aussi une branche institutionnelle. Donc résistance, premier pilier. Deuxième pilier, la non-coopération. Pas en notre nom, pas avec notre argent. C'est le désinvestissement, c'est la question des subventions, c'est la question des financements. Et là encore, c'est un niveau individuel. C'est-à-dire que moi, je peux changer de banque. Si je constate que ma banque investit dans les combustibles fossiles, soutient l'industrie fossile, je peux aller dans une banque qui est propre. Mais si je suis un élu local, je peux aussi dire, tiens, ma collectivité locale, elle doit désinvestir. Donc ça se joue aussi à ces différents niveaux. Et troisième pilier de ce mouvement-là, troisième axe, c'est la question des alternatives. Ce qui est l'objet de ce village ici ce week-end, c'est de montrer qu'au fond, quelque part, nous sommes la solution. Ce sont ces projets de relocalisation portés par en bas par les citoyennes et les citoyens qui sont la solution au réchauffement climatique. C'est pas parce que, vous voulez, évidemment, à un moment donné, il faut passer à un mix énergétique 100% renouvelable, mais il faut aussi changer de mode de consommation, réduire aussi notre mode de consommation et changer de mode de production. Donc voilà, c'est cette question des alternatives, et là encore, c'est à la fois les citoyens qui le portent et puis des élus locaux, voire des gouvernements qui peuvent le faire. Donc voilà un peu comment on voit le mouvement, et pourquoi du coup au fond cette satisfaction on l'affirme plus volontiers et plus fortement. Et je pense que l'autre raison pour laquelle on le fait plus volontiers et plus fortement, c'est qu'on se rend compte qu'on est à un point de basculement, c'est-à-dire qu'on est de nouveau dans un cycle victorieux. On engrange des victoires qui sont pour l'instant des victoires partielles. L'oléoduc, l'arrêt des forages en Arctique, même si on sait très bien que Shell a pris la décision de ne pas forer en Arctique pour aller forer au Brésil, mais mine de rien, c'est un signal fort qui est envoyé. Le désinvestissement, on a annoncé pas plus tard que, je crois que c'était mardi dernier, peut-être mercredi, au Bourget, qu'on avait plus de 500 institutions qui avaient désinvesti, qui s'étaient engagées à désinvestir des combustibles fossiles, et que la totalité de leur portefeuille représente 3400 milliards de dollars, 3,4 trillions de dollars, donc 3400 milliards de dollars. Donc on est en train de gagner. Et donc maintenant la question c'est d'enclencher un mouvement qui, de ces victoires d'étape ou partielles, parvient effectivement à enclencher le changement plus global dont on a besoin, quoi. Alors ce mouvement face à la COP maintenant, parce que déjà la coalition climat annoncé qu'elle voulait pas être à l'espace du Bourget, il y a une forme de protestation face à ce que représente la COP elle-même. On a entendu Naomi Klein demander carrément est-ce que la COP sert encore à quelque chose, ou c'est 350 là-dessus? Alors la coalition n'est pas allée au Bourget parce que tous les membres ne souhaitaient pas être au Bourget, et du coup on s'est dit la coalition elle sert uniquement à organiser les mobilisations de la société civile en marge de la COP, mais c'est pas elle qui va coordonner les activités à l'intérieur parce qu'on ne sera pas d'accord. Nous à 350 on pense que la COP elle est utile pour une raison simple qui tient compte de ces dysfonctionnements, qui est de dire que toute autre chose que la COP sera pire. Si la COP disparaît, on aura des discussions bilatérales. Ou bien des négociations... en tout cas, on n'aura pas cet espace multilatéral tel qu'il est, c'est-à-dire dans lequel les pays les plus impactés pèsent en théorie autant que les pays les plus pollueurs. Et dans lequel la société civile est présente, même si on se fait parfois expulser, même si on nous ferme parfois certaines portes, on garde quand même une présence qui fait qu'on peut discuter, plaider, renforcer certaines positions. Et donc la COP, elle sert en tout cas à ça. Elle sert de caisse de résonance pour les revendications de certains États qui sinon seraient beaucoup moins audibles. Petite parenthèse, pourquoi ça s'appelle 350? En 2008, le climatologue James Hansen de la NASA a publié une étude dans laquelle il évaluait à 350 parties par million la quantité de CO2 dans l'atmosphère que nous devrions éviter de dépasser sous risque de graves perturbations climatiques. Or, ce seuil, nous l'avons dépassé il y a déjà 20 ans et la quantité de CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter. Il faut aussi dire que James Hansen est ce climatologue qui, à la fin des années 80, a contribué à faire du réchauffement climatique un concept connu du grand public.
Et lorsque l'accord de Paris sur le climat a été annoncé le 12 décembre, James Hansen a fait partie de ses plus virulents critiques. L'accord, a-t-il dit, contient beaucoup de promesses, mais peu d'actions. J'ai rencontré Bill McKibben, cofondateur de 350.org et ancien journaliste, pendant la conférence de Paris. Je lui ai demandé d'abord d'expliquer ce mécontentement face aux groupes environnementaux dans lequel s'inscrit la naissance de 350. Il y a eu émergence depuis 5-6 ans, depuis Copenhague, d'un gros mouvement venu de la base, qui n'était pas là avant. Et c'est une des raisons pour lesquelles Copenhague a été un si gros échec. Il n'y avait aucun mouvement pour mettre les chefs d'État devant leurs responsabilités. Barack Obama et Hillary Clinton pouvaient rentrer chez eux et n'en payer aucun prix. Mais à présent, aux États-Unis, au Canada et ailleurs, il y a un gros mouvement citoyen qui fait des demandes, qui met de la pression. Je pense que le mouvement environnemental avait oublié qu'il avait besoin d'une aile citoyenne. Vous savez, le mouvement environnemental est né du jour de la Terre en 1970. Aux États-Unis seulement, 20 millions de personnes dans la rue, ou 10% des Américains. Ça lui a donné une grosse poussée dès le début. Mais au fil du temps, les grosses organisations ont oublié leurs racines. Elles sont devenues très professionnelles, très efficaces, mais elles n'ont plus assez de soutien des gens pour faire peur aux politiciens. Et nous avons reconstruit ce mouvement au cours des 5-6 dernières années à partir de la rue. Bill McKibben est-il d'accord avec Naomi Klein, qui a plusieurs fois répété que les conférences sur le climat ne peuvent pas être la réponse aux défis climatiques de notre temps? Les négociations sont plus le tableau d'affichage que la partie. Elles reflètent ce que nous avons été capables de faire au cours de 4-5 dernières années en mettant de la pression. Elles nous disent jusqu'où nous sommes allés et combien de pression il nous reste à mettre, et c'est beaucoup. Parce que nous sortons d'ici en route pour un monde qui sera de 3 degrés et demi plus chaud. Les COP ont leur raison d'être. Vous avez besoin d'une place pour réunir tout le monde, tous les pays. Mais l'idée que c'est ça qui va sauver la planète est incorrecte. Il insiste plus d'une fois au cours de l'entrevue sur la pression que peuvent mettre sur les gouvernements des mouvements partis de la base. Regardez, 400 000 personnes ont marché à New York l'an dernier et le lendemain, le président Obama a dit « Quand des gens marchent, nous devons écouter ». Et 6 jours plus tard, ils annonçaient cette entente avec la Chine, qui est l'une des choses les plus encourageantes survenues dans le monde ces dernières années. Après cette COP, nous allons préparer une grosse journée d'action à travers le globe en mai. Elle sera dirigée vers les plus gros dépôts de carbone du monde pour s'assurer qu'ils restent dans le sol. À l'approche de la conférence de Paris sur le climat, le mécontentement des groupes de la société civile s'est cristallisé sur les commanditaires de la conférence. Une vingtaine de grandes compagnies françaises qui ont en commun de posséder des centrales au charbon à travers le monde et d'investir dans le pétrole et le gaz. Partenaires privilégiés de la conférence, ces compagnies dominaient une exposition au Grand Palais intitulée « Solutions au climat » et elles avaient un accès privilégié à la zone bleue, soit la partie de la conférence où se trouvaient les chefs d'État et leurs négociateurs. J'ai rencontré à ce sujet pendant le sommet parallèle Olivier Petitjean, qui dirige un organisme appelé l'Observatoire des multinationales. Alors cette question des sponsors, elle se pose à plusieurs niveaux. Il y a la question est-ce que ces entreprises, quelles sont les lignes rouges que le gouvernement français, en organisant une conférence climat, devrait poser? Donc il y a des gens qui pensent que les conférences climat ne devraient pas du tout avoir de sponsors privés. Et c'est vrai que la conférence de Paris, c'est seulement la deuxième COP après celle de Varsovie il y a 2 ans où il y a des sponsors privés. Et à l'époque, il faut quand même rappeler qu'à l'époque à Varsovie, ça avait suscité un grand mouvement de protestation de la société civile et que la société civile avait même quitté l'enceinte de la COP. Et donc dans son ensemble, donc syndicats et organisations non gouvernementales de défense des droits humains et de défense de l'environnement, tout ensemble avaient décidé de quitter la COP pour protester justement contre ce rôle des grandes entreprises, en particulier des grandes entreprises actives dans le secteur des énergies fossiles, du charbon et du pétrole. Alors pour Paris, le gouvernement français très longtemps avait dit qu'il choisirait des sponsors, mais il ferait en sorte d'éviter des entreprises trop contestables. Et c'est vrai qu'ils ont évité de prendre comme sponsor directement des entreprises directement investies dans le pétrole, par exemple. Par exemple,
Il se dit que Shell et Total avaient approché le gouvernement français pour être sponsor et le gouvernement a refusé. Mais ils ont quand même accepté des entreprises investies très directement dans le charbon. Et c'est le cas des grandes entreprises françaises qui sont très bien connues en Europe, EDF et Engie, qui ont chacune, toutes les deux, des flottes de centrales charbon et même dans certains cas des mines de charbon. Et c'est le cas de la BNP Paribas, donc qui est la plus grande banque française et qui est l'un des principaux financeurs du secteur du charbon au niveau mondial. Donc qui investit, je crois que le chiffre depuis 2009, c'est 15 milliards d'euros dans le secteur du charbon, à la fois dans des centrales et dans des mines. Et au-delà du cas du charbon, il y a aussi les secteurs du transport, c'est-à-dire avec Renault-Nissan pour l'automobile et Air France et Aéroports de Paris pour l'aviation, qui sont aussi des secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre, dont les émissions sont croissantes d'année en année, en particulier le secteur de l'aviation, et qui, jusqu'à présent, ont réussi à échapper à toute forme de régulation, de limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour l'aviation, l'Union européenne a essayé depuis quelques mois, il y a quelques mois, d'introduire une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien international. Et tout le secteur aéronautique, y compris Air France, y compris Aéroports de Paris, ont fait un lobbying très très fort pour qu'elle ne soit pas mise en œuvre, et ont partiellement réussi d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contributions des sponsors de la COP, elles sont en nature, donc c'est très difficile à savoir exactement ce qu'elles recoupent, d'autant plus que contrairement aux promesses qu'avait fait le gouvernement français, ils n'ont pas pour l'instant pas rendu public les conventions. Alors, ce qu'ils ont dit depuis le départ, c'est que leur objectif, c'était de faire en sorte que 20% du budget total de la conférence climat soit couvert par les sponsors privés. Sachant que ça a quand même l'air honnêtement d'un objectif totalement factice, c'est que ensuite ils disent maintenant que cet objectif a été rempli, mais comme on n'a pas moyen de savoir à quoi correspond quoi, par exemple Engie, sa contribution à la conférence, c'est de chauffer la halle du Bourget à travers une chaudière. Comment on monétise ça, etc. Moi, j'ai pas le moyen de savoir. C'est-à-dire à qui on donne les clés, comme je disais, de ce qu'il faut faire de la transition énergétique, des énergies renouvelables. Est-ce qu'on les donne à la société dans son ensemble? On permet à des initiatives citoyennes, locales, de fleurir ou est-ce qu'on redonne du pouvoir à l'action publique pour mettre en place les régulations nécessaires? Ou alors est-ce qu'on confie tout, on donne un monopole des solutions, disons un monopole de la transition énergétique au secteur privé et aux grandes entreprises? Et j'ai peur que ce soit la deuxième option qui sont en train de se dessiner à cette COP, en tout cas en France, où on sent très bien ou en Europe, disons, alors qu'il y a des mouvements d'énergie citoyenne, de coopératives énergétiques, par exemple, pour rester au secteur de l'énergie, mais on pourrait faire la même démonstration dans le secteur agricole, entre d'un côté l'agriculture biologique, paysanne, et de l'autre côté les grandes multinationales agroalimentaires. Donc il y a toute cette diversité de solutions, mais concrètement, les politiques mises en œuvre à la fois au niveau européen et au niveau français, c'est de privilégier les gros projets mis en place par des multinationales comme Engie ou EDF, avec beaucoup de subventions publiques, et donc on leur donne un peu les clés, comme je disais, de la transition énergétique. L'idée, c'est un peu, on fixe les objectifs dans cette COP, et ensuite la réalisation, ce sera eux. Et ça, je pense que c'est un danger à long terme, parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire on perd la capacité de maîtriser notre destin énergétique, notre politique énergétique, mais ça c'est déjà un peu le cas. Et tous les coûts de cette transition, ils seront passés pas sur les entreprises qui continueront à faire autant de profits et verser autant de dividendes à leurs actionnaires, mais ils seront passés aux usagers. C'est-à-dire on nous prépare une montée encore exponentielle des coûts des factures d'électricité et de gaz notamment. Et ça veut dire aussi qu'ils privilégieront certaines solutions techniques, comme les grands champs éoliens offshore par exemple, plutôt que des solutions plus décentralisées et donc plus susceptibles d'être contrôlées par les communautés. Serait-il plausible de ne pas avoir de commanditaires du pétrole et du gaz dans une conférence sur le climat? À ce sujet, Nicolas Ehringer de 350.org a une suggestion. On proteste vivement contre ce sponsoring-là. En plus, il n'a aucune justification. Ça veut dire quand la France va accueillir l'Euro de football l'été prochain, là c'est tapis rouge. Exonération fiscale, on ne paye pas d'impôts, on accepte toutes les conditions des organisateurs de l'Euro. Là c'est quand même un vrai problème. Est-ce qu'on imagine un seul instant en France ou au Canada ou dans tout autre pays du monde que, je sais pas moi, Total sponsorise un débat parlementaire
sur la transition énergétique. Ça apparaîtrait comme une aberration. Là, quand c'est l'ONU, alors que c'est quand même un niveau en soi encore plus important qu'un débat parlementaire, on l'accepte. Donc c'est clairement un problème et c'est une ligne rouge qui est franchie. Après, on va pas dire abandonnons la COP. On joue là-dessus, on proteste vivement, on organise des actions, on le dénonce, mais en même temps on sait très bien que les États les plus pauvres ils ont besoin de la COP. Donc on va pas casser l'espace dont ils ont besoin. On va pas dire non mais en fait ils se trompent et c'est nous qui avons raison. Donc on joue sur une ligne un peu étroite mais qui fonctionne. Et après l'une des choses vers lesquelles on pourrait tendre, c'est de faire ce qui se passe au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Dans la convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé sur la lutte contre le tabagisme, il est écrit clairement que dans toutes les politiques de santé publique, nationales comme internationales, les représentants des intérêts du tabac n'ont pas le droit de participer. Et quand des représentants des lobbies du tabac essayent de venir dans les réunions donc de la COP, mais de l'autre convention cadre, celle de l'OMS sur la lutte contre le tabagisme, ils se font virer manu militari. Donc voilà, si la COP pouvait inclure un truc comme ça, ce serait fantastique, sauf que c'est pas dans les principes de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, puisque dans ces principes fondateurs, il est écrit qu'on ne peut pas remettre en cause les règles du commerce international. Et pour finir, que faudra-t-il surveiller en 2016? 2 dossiers, à en juger par ce qu'on a pu entendre à Paris. Le premier, la campagne de désinvestissement des carburants fossiles. Depuis 3 ans, elle a été appuyée par des universités, des villes, mais si des pays voulaient démontrer leur sérieux face à l'accord de Paris, une façon de le faire pourrait être d'annoncer qu'ils retirent leur placement des carburants fossiles. En mars dernier, Karel Méran de la Fondation David Suzuki et d'autres suggéraient à la Caisse de dépôt et placement du Québec d'emboîter le pas. Le deuxième dossier à surveiller en 2016 pourrait être un procès contre la pétrolière Exxon, l'équivalent des procès déclenchés contre les compagnies de tabac il y a 20 ans. Le point de départ, c'est une série de reportages qui viennent de révéler qu'Exxon a financé des recherches qui, dès la fin des années 70, ont démontré un lien entre les gaz à effet de serre et un futur réchauffement climatique. Et pendant les 30 années qui ont suivi, Exxon est pourtant devenu le plus généreux donateur des mouvements climato-sceptiques. Des élus américains réclament aujourd'hui l'ouverture d'une enquête publique qui pourrait conduire à des accusations de dissimulation d'informations ayant nui aux actionnaires et au public. Les groupes de la société civile qui gravitaient autour de la conférence de Paris sur le climat appellent un tel procès. C'est un sujet sur lequel vous pourrez lire quelques textes sur le site de l'agence Science Presse et on aura sûrement l'occasion d'y revenir à l'émission. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la séance est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. À la régie, Owen Oui. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur le site de Radio VM et de Science Presse et vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Facebook. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de splice.